Bonjour, merci Mathieu pour l'invitation. Donc aujourd'hui je vais vous parler effectivement de microbes et d'inoculation de la graine. Donc il y a quelques diapos qui viennent des présentations de Xavier Pinochet, donc je le remercie pour les diapos qu'il a créés il y a quelques temps. Donc je voulais recommencer par replacer la plante et son cycle biologique pour vous expliquer qu'en gros la plante, on l'a vu ce matin, elle va avoir une relation avec le microbiote qui va être un peu plastique au fil du temps. Et elle ne va pas être associée aux mêmes microbes selon les organes considérés, selon qu'on soit au niveau de l'appareil racinaire, de l'appareil collinaire, des parties florales. Elle ne va pas non plus avoir le même microbiote tout au long de sa vie. On a vu que la graine, elle avait globalement peu de monde à disposition. On a un bottleneck très fort avec seulement quelques dizaines à quelques centaines de bactéries par graine. Je n'évoque même pas l'aspect champignon. Et donc globalement, votre plante, il va falloir qu'elle puisse s'associer à ce microbiote tout au long de sa vie. Et pour démarrer sa vie, elle a essentiellement ce qu'il y a au niveau de la graine. Et la graine, comme on l'a vu, elle récupérait des microbes qui proviennent pour partie de la plante mère porte-graine. Donc ça va être des bactéries endophytes notamment, des bactéries présentes au niveau des parties florales. Et puis elle va de temps à autre pouvoir aussi récupérer des bactéries par le côté paternel. Alors c'est le pollen, mais c'est surtout les pollinisateurs. Pour les espèces pour lesquelles il y a pollinisation entomophile, on va avoir des microbes associés aux abeilles et aux différents pollinisateurs qu'on va pouvoir retrouver au niveau de la graine. Et donc cette graine, ça va être quelque part un bottleneck très fort parce que au niveau rhizosphérique, on a 10 puissance 6 à 10 puissance 9 bactéries par gramme de sol rhizosphérique. Au niveau de la phylosphère, c'est un environnement déjà un peu plus stressant parce que on est exposé aux UV, il y a beaucoup moins d'eau. Donc là, on a eu déjà une chute d'à peu près 2 log et puis on rechute d'encore 2 log pour arriver au niveau de la graine. Et puis cette graine, si vous la commercialisez, que vous souhaitez la mettre en culture plus tard, en général, il y a une étape de stockage. Et donc ce stockage, c'est une phase où vous avez aussi une dessiccation très forte, un stress hydrique qui est important pour les micro-organismes. Et ça aussi, ça va pouvoir induire des shifts de population microbienne associée à votre graine au fil du stockage. Après, pour des graines qui ne rentrent pas dans un circuit agronomique, il peut leur arriver encore bien d'autres choses. Il y a actuellement des papiers qui sortent, par exemple, sur les bactéries du tractus intestinal des civettes qui en Indonésie qui font le kopi luwak. Je ne sais pas si vous avez déjà bu du kopi luwak, qui est un café qui coûte très cher et qui est éthiquement très critiquable. Et donc là, a priori, les saveurs de ce kopi luwak, elles proviennent des gluconobactères qui sont présents dans la flore intestinale de la civette. Et donc, quand elle macère ces graines dans son intestin, c'est là que tout l'arôme va être pris. Donc en gros, comme l'a dit Mathieu, votre plante elle arrive dans le sol et votre graine arrive dans le sol et là il va falloir qu'elle acquiert en quelque sorte un microbiote et la voie horizontale va être nettement supérieure à la voie de transmission verticale par la graine en tant que telle. Alors j'ai pas voulu être trop cruel et j'ai trouvé une étude où ils arrivaient à peu près à 50% de transmission par la graine. Donc là c'était une étude où ils prenaient des sols, ils faisaient des lessivats de sol, ils trempouillaient des petites graines de blé dedans et ils les mettaient sur boîte de pétri, milieu gélosé, il n'y a pas de compétiteur, il n'y a rien de trop méchant. Et ils séquencent au bout de quelques jours et ils montrent que quel pourcentage de rides bactériens proviennent de la graine. 100% dans la graine, 0% dans le sol quasiment, et dans les seedlings de 7 jours, ils arrivaient à obtenir 50%. Donc ça suggère que ça peut quand même être une voie de vection pour apporter des microbes. Alors là, en l'occurrence, c'était les microbes de la graine en tant que telle. Ils n'avaient pas fait d'autres traitements en tant que tel. Mais on va pouvoir s'intéresser à du traitement de semences pour apporter différents services. Alors les services sont divers. Ça peut être de la biofertilisation. Donc il y a spontanément la fixation d'azote qui nous vient en tête, mais également la solubilisation de phosphate. L'apport aussi d'eau et de minéraux, notamment par tout ce qui est champignons mycorhiziens. On peut avoir des effets de biostimulation au niveau de la germination, de la levée. On a vu qu'il y avait des choses en lien aussi avec la biosynthèse ou la capacité à stimuler des voies phytohormonales chez la plante. On a aussi des agents qui peuvent jouer sur du biocontrôle, donc ça a été évoqué notamment ce matin par Mathieu et Loïc. Et puis on a aussi des aspects d'amélioration de la tolérance à des stress abiotiques. Donc ça peut être des micro-organismes qui stimulent des voies chez la plante, ça peut aussi être des micro-organismes qui vont avoir une meilleure capacité à forer, à explorer ou à texturer le sol. Alors là, ce n'est pas forcément par la plante qu'on va les apporter, mais on peut essayer d'améliorer aussi la texture des sols et leur capacité à retenir l'eau via le microbiote sur lequel on va jouer. Donc du coup, on a pas mal de taxons qui ont déjà été sélectionnés au fil du temps. Le problème, c'est qu'ils sont souvent vendus en application unique. Donc là, on n'est pas encore beaucoup au mélange au niveau de ce qui se vend sur le marché. On a souvent un produit par application. Soit je veux un produit de biocontrôle, soit je veux un bioferti, etc., etc. Mais on a assez peu de produits qui combinent tout à la fois.
Et ça, c'est lié notamment à des problématiques de capacité à les combiner, à les maintenir dans le temps et à avoir tout le monde qui survit. Donc je reviendrai là-dessus aussi. On a aussi la problématique de la compatibilité avec les traitements de semences. Donc on a des graines qui peuvent être enrobées par exemple de fongicides. Si vous mettez 4 fongicides sur votre graine, ça va être plus difficile pour le microbiote d'aller conquérir la rhizosphère. Donc quelque part, vous risquez d'avoir une sorte de lag à l'établissement du microbiote de la plantule. Et puis, vous avez une problématique majeure liée aux inoculations, qu'on soit en mono ou en multi-souche, c'est la capacité à s'implanter face à une flore endogène, et donc les aspects compétitifs. Et donc là, vous avez dans la littérature des gens qui vous disent surtout, il faut prendre un truc qui ressemble vraiment à ce qui est déjà dans le coin, comme ça s'implantera. D'autres qui vous disent au contraire, il faut la jouer plutôt scénario invasion australienne. Vous ramenez un mammifère au milieu des animaux australiens qui ne le sont point, et tout d'un coup, pouf pouf, vous envahissez tout. Donc ça, on peut se poser la question. Alors, un des cas d'école qui est bien connu, c'est le soja. Alors, le soja, il est originaire d'Asie. On le cultive beaucoup en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et on essaie de l'introduire aussi un peu plus ces derniers temps en Europe. Donc, ce soja, il forme au niveau racinaire des nodosités fixatrices d'azote avec des bactéries du genre Bradyrhizobium en partie. Certaines sont des cynos également. Et donc, le dogme, c'est de dire qu'en Europe, on n'a pas ou peu de rhizobia dans les sols, puisqu'ils n'attendent pas le soja depuis des millions d'années tout seul comme ça. Et donc, souvent, on a besoin d'inoculer pour assurer un bon rendement. Donc, en labo, on peut s'amuser avec différentes souches, des souches qui sont utilisées en Afrique, en Asie, etc., au Brésil, et comparer la biomasse des plantes, aller vers du rendement graines, etc., et sélectionner la souche qui nous va bien. Donc en France, on a plusieurs souches qui sont disponibles, des souches qui proviennent d'Inde, qui sont contrôlées par l'INRA, mais aussi des souches qui proviennent du Brésil, des souches qui sont utilisées massivement au Canada, notamment pour leur tolérance au froid. Et on va avoir différentes modalités d'application, donc que ce soit de la tourbe sur graines, où là, à la ferme, on va enrober ces graines, on va traiter ces graines et les mettre dans le semoir directement. On peut aussi avoir des microgranulés qu'on peut mettre dans les sillons, et puis on peut avoir différentes formulations liquides également. Donc l'idée, ça va être essentiellement appliquer ça sur la graine directement, et fréquemment c'est juste à la ferme que ça se fait avant le semis. Le fait d'utiliser de l'inoculation sur graine ou de l'inoculation dans le sillon, ça peut jouer aussi sur la façon dont vont se développer les interactions, c'est-à-dire une interaction qui est massivement sur la racine pivot ou qui va pouvoir toucher plus des racines secondaires quand vous inoculez dans le sillon de semis avec des granulés. Et donc, dans certains cas, on peut aller vers de la double inoculation pour maximiser la possibilité d'avoir cette installation. Alors, la fréquence, on peut se poser aussi la question, quand est-ce qu'il faut inoculer? Là, on a une plante qui quand même a une capacité à sélectionner très très fort les microbes, et donc les rhizobia, ils vont passer de quelques bactéries dans le sol à quelques dizaines de milliers de bactéries par nodosité. Donc en quelques semaines, on a un boom de population énorme, et donc il y a une capacité à les maintenir. Mais donc du coup, quand on n'a jamais eu de soja, oui, il faut inoculer. Quand on a déjà eu du soja et qui se maintient bien, que ça fait moins de 4 ans et que tout nodule bien, c'est pas forcément tout le temps la peine d'y aller. Mais donc, on réfléchit à quelle fréquence il faut réinoculer. Si vous êtes sur des bactéries qui vont avoir un apport faible à la plante et qui vont être faiblement sélectionnées par la plante, potentiellement c'est tous les ans qu'il faudra réinoculer. Et donc on peut se poser la question pour des micro-organismes qui sont moins sélectionnés par la plante que les rhizobia, de leur capacité à se maintenir au fil du temps. Pour les rhizobia, au final, le calcul est vite fait. Vous avez un coût d'inoculant qui est assez faible à l'hectare, c'est quelques dizaines d'euros à l'hectare, versus des pertes potentielles, si ça nodule mal, qui seraient de 30 à 70%, donc des pertes qui sont fréquemment à plus de 10 quintaux l'hectare et qui pourraient représenter plus de 500 euros l'hectare. Donc le rapport bénéfice-risque est vite calculé. Donc globalement, quand on combine ces microbes, on va... C'est déjà la fin, très bien, je tiendrai. Donc pour combiner ces microbes, en gros, ce qu'on veut, c'est assurer l'installation du partenaire microbien. Donc les premiers mélanges qu'on trouve, c'est souvent des mélanges de souches qui apportent le même service. Donc par exemple, je mets 4 mycorhiziens dans le même paquet, et puis il y en a un qui ira bien pour les sols acides, pour les sols plutôt basiques, pour les argilo-humiques, etc. Et je me dis, dans le paquet, il y en a bien qui fera le bonheur. Et puis il y a la question aussi de la compétitivité des souches qu'on va utiliser. Donc globalement, on peut faire des choix d'utiliser des souches compétitives, mais si on met un truc super compétitif dans le champ, dans 5 ans, dans 10 ans, si on veut le remplacer par autre chose, on ne peut pas. Donc là aussi, il y a des questions autour de ça, et donc dans les inoculants de rhizobia, il y a eu des débats autour de la compétitivité des souches à utiliser. Et pour ce qui est des challenges à résoudre, et ils sont valables en single strain, mais surtout en multisouche, c'est la shelf life des produits, comment on évite la perte de viabilité durant le stockage, et notamment quand on mélange des espèces dont certaines peuvent être des bactéries qui forment des spores et peuvent rester 10 ans sans perte de viabilité, et d'autres vont en 3 mois perdre 3 ou 4 logs de viabilité.
Donc voilà, il y a le problème aussi du temps très court entre l'application sur semence et l'application au champ. Et donc quitter un bidon de produit pour un truc qui va être périmé en 2 mois et qu'il faut utiliser dans les 6 heures, c'est pas facile de motiver les gens à ça. Il y a la question de comment on fait des mélanges, quelle stoichiométrie, parce que généralement tout le monde dans les syncom, généralement c'est tout le monde à égalité au départ et à la fin on a des variations d'un facteur énorme dans la représentativité. Et puis quelle est la charge maximale qu'on peut avoir par graine, et ça selon la plante sur laquelle on bosse, on peut mettre plus ou moins de bactéries dessus, et quelque part ça peut saturer aussi le système et se dire on atteint l'asymptote du système. Donc voilà, et puis une partie de ces questions-là, elles ne sont pas traitées dans les PEPR du jour, mais dans d'autres projets aussi, notamment dans Sustainable, où on a un work package qui s'intéresse justement à la mise en place de communautés symbiotiques pour le soja, avec du multisouche, avec des champignons, avec des bactéries. On essaie de comprendre un peu comment on peut assembler tout ça et faire face à ces défis. Merci beaucoup, Benoît.